Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir un auteur, compositeur, chanteur qui nous fait chanter depuis plus de 60 ans. Si je vous dis Big Bazar, si je vous dis, allez, La Fête, chante, fait comme l'oiseau, une belle histoire, vous l'avez reconnu. Michel Fugain est notre invité. Bonjour Michel Fugain. Comment allez-vous? Et vous? Magnifiquement bien. Ravi de vous accueillir. De nouveau, de retour sur KTO. Vous étiez ici, Oui, pas exactement dans ce studio-là, mais il y a J'ai déjà répondu à des questions. 17 ans. Il y a 17 ans? Oui. Mamma mia. Avec ma remplaçante, Emmanuelle Dancourt à cette place, et qui vous avait posé cette question, est-ce que vous allez bien? Et La vous aviez réponse est répondu que vous exactement alliez la très même. très bien. Je vais très très bien. Et c'est le cas toujours aujourd'hui? Je vais bien, tout va bien. En fait, j'ai toujours l'impression, quand je réponds à ça, c'est professionnellement ça va bien, donc je vais bien. Je suis un peu monomaniaque. C'est Du bonheur. Oui. Hein? Du bonheur. Du bonheur? Monomaniaque du bonheur. Professionnellement, ça va bien. Personnellement, ça va bien parler. Je pense que je me suis pas mal démerdé pour effectivement organiser ma vie, qu'elle soit professionnelle, affective. J'ai pris les bonnes directions, les bons aiguillages. C'est-à-dire, je vais pas planter. Bon, mais ça dépend de plein de choses, hein, le non-plantage. Ça dépend de ce qu'on est, de ce qu'on pense, de ce qu'on a reçu comme leçon de la vie, et qui fait qu'il y a des moulins, il y a un moment des moulins à vent contre lesquels on ne part plus avec sa lance, quoi. C'est joliment dit. Alors, je le disais, 17 ans d'absence de KTO, à peu près 13 ans d'absence des ondes, et là, vous revenez avec un nouvel album, un nouveau spectacle. Vous êtes en tournée en ce moment à travers la France, la Belgique, la Suisse, après avoir été là où tout a commencé, Québec, Bobino. Je parle de votre nouvel album avec 2 mots. Il y en a un troisième en suspens, la vie, l'amour, etc. 13 ans quand même. Pour écrire cela, pourquoi autant de temps? Oh non, pas, Bon, enfin, pas quand même, 13 depuis ans le dernier. pour écrire. Non. Mais j'en ai pas besoin, Je n'ai jamais arrêté, en fait. Et avec... j'ai un capital tellement fourni en chansons que j'avais pas besoin. Et c'est en travaillant et avec les chansons qui font partie de ce capital que j'ai eu envie de répondre un tout petit peu à ces chansons. C'est-à-dire, oui, d'accord, je n'aurai pas le temps, mais pourquoi, etc. Ce qui fait que La rue du temps qui passe, dans le spectacle, logiquement, elle vient juste avant Je n'aurai pas le temps, parce que Je n'aurai pas le temps est quand même une des chansons, des premières chansons fondatrices. Oui, la première. Donc c'est simplement pour s'amuser un peu plus, c'est pour faire rebondir un peu tout ça que j'ai eu besoin. Et puis, de toute façon, il y avait la nécessité de remettre un coup de projecteur sur l'animal Fugain. C'est-à-dire, il y a des gens qui pensaient très logiquement que j'étais mort. Oui, quand vous n'êtes plus là, les gens me disent, mais il chante encore. Et puis un jour, vous arrivez, puis vous dites, oui, non seulement je chante, mais je suis vivant, plus que vivant. Oui, je fais encore de la musique, oui, je fais encore des chansons. Mais il s'est passé tellement de choses entre-temps. Je dois avoir 3 comédies musicales dans mes paniers, et qui ne se montreront jamais. Hein. Et pourquoi pas? Non, là ça fait partie des châteaux, des moulins contre lesquels je ne pars plus. Il y a des trucs, vous partez. J'ai mis en musique Chanteclair d'Edmond Rostand, et Dieu sait que j'ai aimé travailler ça, j'ai adoré ça. Bon, ben c'est immontable, c'est immontable, il n'y a plus personne qui met de l'argent sur ce genre de truc. Peu importe, j'ai travaillé dessus, mais je n'ai pas travaillé en transpirant, j'ai travaillé d'une façon exaltée, parce que c'était magnifique. J'avais avec moi ma femme, celle qui devait devenir ma femme,
et qui était là, ne serait-ce que le plaisir de lui présenter. De lui présenter, de lui chanter. D'ailleurs, il y a une chanson de cette comédie musicale qui fait maintenant partie du spectacle. C'est-à-dire, un jour, je retombe dessus, je fais « Waouh, ça c'est une belle chanson que tu peux chanter ». Et elle l'avait chantée en démo, et elle la chante maintenant sur scène. Et je vous propose, Sanda, vous parlez de votre compagne. Vous avez fait parler Sanda? Non, mais on va l'entendre. Sur scène, avec vous, chantant le premier titre de votre album, qui s'appelle, vous le disiez, « Et la rue du temps qui passe ». Allez, on vous écoute, tous les deux. Dans la rue du temps qui passe, il y a l'école et le lycée. Et sur le trottoir d'en face, le banc des premiers baisers. Des vieux qui font la grimace. Il y a même un bout de plage caché sous les pavés. Rue du temps qui passe, il y a un chêne qui a 2000 ans passé. Et sur la place de l'église abandonnée, il y a le grand sablier. Et on y va tout doux, tout doux, tout doux, doux, tout doux, tout doux, tout doux. Donc, La rue du temps qui passe, premier titre de votre album qui en compte une dizaine, et vous terminez avec... Il y a 10 chansons, oui. Il y a 10 chansons, et vous terminez par Pourquoi je chante. Vous commencez par La rue du temps qui passe et Pourquoi je chante. C'est toute une boucle, c'est une ode à la vie, clairement, cet album, ce spectacle aussi. Est-ce que c'est une ode à la vie? Oui, 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 oui. Est-ce qu'on peut dire ça? Je pense... Et au temps qui passe, plus de nostalgie. Non, la nostalgie ne fait pas partie de ma façon de penser. Je ne suis pas un nostalgique du tout. Il y a de ça, c'était en 2005-2006, j'ai écrit un bouquin qu'on m'avait demandé, et très franchement, ma première réaction, c'est « Qu'est-ce que vous voulez que j'arrête? J'ai rien à dire. Je suis un train qui arrive à l'heure. » C'était Des rires et une larme. Ça s'appelle Des rires et une larme. Parce que j'avais l'impression, comme ça, que ma vie était faite de rire, car je suis très sociable. Des rires et une larme, c'est vrai. Une larme. Et j'ai eu une grosse larme. Mais je suis pas un pleureur non plus. Le décès de votre fille, ouais, Laurette. On a perdu. En On 2002. a perdu notre fille, ma fille, vous direz, j'ai perdu ma sœur. Oui, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et ça a entraîné pendant un moment. J'aime bien raconter ça, mais ça a entraîné ma propre mort. C'est-à-dire, j'ai lâché tout et je laissais partir. Et dans un premier temps, j'arrête, je veux arrêter. J'ai plus envie, plus rien du tout. Je dis, j'ai mouru avec ma fille. Et puis j'ai rencontré, exactement quand Laurette je crois que c'est exactement au moment où j'ai mis les cendres de Laurette sous un olivier qui est maintenant magnifique. J'ai rencontré une blonde qui chantait magnifiquement bien, qui est devenue mon amie, et c'est elle qui m'a attrapé comme ça et qui m'a monté à la surface. Je garde cette image parce que je ne veux pas l'éteindre, je ne veux pas l'enlever de mon cerveau. Elle m'a monté à la surface et elle m'a fait prendre ma première goulée d'air parce qu'elle m'a dit « T'es pas fait pour ça, t'es pas fait pour mourir, t'es pas fait... Tu es un être de soleil, et alors je te monte. » C'est pour ça que je l'ai appelée longtemps ma sirène. Maintenant que je l'ai épousée, c'est plus du tout ma sirène, c'est ma moitié d'orange. J'ai eu la chance de rencontrer à 60 ans la femme qui était faite pour moi, et elle me dit que j'étais faite pour elle. J'ai fait pour elle. Voilà, tout ça, c'est quand même plein de symbolique, et j'aime bien garder tout ça, tous ces symboles.
tous ces paraboles aussi, il y a des paraboles dedans. Et ça me va bien. Ça va bien, ça simplifie, ça remplace des phrases. Et je laisse aller, je fais avec. Mais bon, maintenant, je sais que je fais avec, mais c'est tellement agréable, tellement agréable. Que de célébrations aussi, comme je le disais dans cet album. Alors, est-ce qu'on peut égrener un petit peu les titres? Donc, on en a cité 2, il y a aussi Paris, Chimère, avec des accents un peu... Paris, j'avoue très franchement que c'est un coup très opportuniste. Cette mélodie, je l'ai faite pour Sanda, dont je voulais être le producteur. Sanda, c'est ma femme, pour les... Oui. Dont je voulais être le producteur. Et puis, là-dessus, elle a eu la très mauvaise idée de se faire un cancer du rein. Donc, c'est un problème qu'on a réglé le plus vite possible. On lui a enlevé un rein. Et en plus, on est d'amis. Nous sommes devenus amants dans un premier temps. Et il a fallu que je règle le problème. Il y a un moment où ça a été plus possible. Il a fallu que je fasse un choix qui était fait très très logiquement, puisque avec mon ex-épouse, on s'est pas réparé de la même manière. Elle a monté une association qui s'appelle Stéphanie Fugain, oui. Laurette Fugain. Laurette. Oui, Stéphanie étant votre Et ex-femme. à ce moment-là, j'ai dit à Sanda, et si on partait, si on allait vivre en Corse, j'avais une maison là-bas, si on allait vivre en Corse, elle a fait oui. Je l'ai rencontrée en Corse. Hein. Et depuis, on sait qu'on ne fera pas machine arrière, on ne quittera jamais la Corse. Mais bon, et cette chanson, donc je reviens à Paris. À Paris. Et je retombe dessus, il y a 4 années de ça. Je dis, putain, quelle mélodie incroyable. Et ça ne s'était jamais traduit jamais finalisé en tout cas pour Sanda. Mais Paris est resté là. Là-dessus, il y a les Jeux Olympiques qui sont là, d'où mon opportunisme. Je suis pas très, c'est pas trop dans ma nature. Mais là, je trouvais que l'occasion était belle parce que j'avais envie effectivement de parler d'un Paris qui n'existe plus, ou qui n'existe plus dans les gens, dans la tête des gens. Et pourtant, quand on habite en Corse et qu'on revient à Paris, on retrouve ce Paris-là, nous. C'est-à-dire, on retrouve du pont Alexandre III jusqu'à Bercy, on passe l'histoire en revue, quoi. Et je suis très sensible à ça, je suis très sensible à tout ce qui est historique. Je trouve qu'ils ont fait des très belles choses. Et si vous prenez Alexandre III, en passant par la passerelle des Arts, le Louvre derrière, ou sur le côté, quand vous regardez vers l'île de la Cité, c'est une pure merveille, quoi. Et j'avais envie de parler de ça. Et comme Paris était dans le... Vous parlez de la perspective de Paris ou des Jeux Olympiques, de la cérémonie? Ah non, les Jeux Olympiques, bon, ils étaient là. Vous l'avez vu aussi, parce que là, il y avait quand même aussi toute cette traversée de Paris. J'ai trouvé que c'était exactement ce qu'il fallait faire. J'ai trouvé la démarche de ce mec dont je ne retiens pas le nom, et qui a un grand talent, incontestablement, et qui s'est servi à peu près des mêmes choses que j'avais, qui étaient dans ma tête, dans notre cœur. Et ben ils s'en sont pas servis, parce que d'abord il avait autre chose à foutre, mais même je pensais que ça allait faire de l'image, que ça allait être pris, et j'apportais ma pierre à l'édifice, hein. Pour moi c'était ça. C'est le cas de le dire. Et ça s'est pas fait. En revanche, je suis persuadé qu'il y a des gens qui vont s'en servir un jour. Il y a des mecs qui vont faire de l'image avec ça. Et ça commence. Il y a déjà des gens qui font des images sur Paris. C'est une très belle chanson. Et qui mettent Paris d'hommage dessus. À Paris. C'est votre préférée? Laquelle est votre préférée? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il y en a une qui résonne plus particulièrement? Comme elles disent. Ou elles racontent toutes quelque chose? Elles racontent toutes quelque chose, et quelque chose que j'avais envie de faire. Je prends une chanson comme Cool Cool, qui est bien sûr dans le spectacle.
Elle répond, pour moi, elle répond à Bravo Monsieur le Monde, qui a 50 et quelques années, hein, maintenant, 52 ans. Et je suis content qu'elle vienne en appui, en explication, ou on se dit, rien que pour nous dire, putain, on arrête, oui ou non? On arrête d'abîmer, on arrête de faire des bêtises, d'abîmer une planète magnifique. Dont je vois qu'aux États-Unis, ils prennent un mec qui n'en a rien à foutre. C'est quand même très grave. Mais bon, ça fait partie de ce que j'ai envie de soulever. J'ai une chanson qui s'appelle « Elles sont », et je parle des femmes. J'ai rarement parlé des femmes. J'ai pas fait énormément de chansons d'amour, parce que je suis toujours parti du principe que si on fait une chanson d'amour, c'est qu'elle s'adresse à quelqu'un. Il y a quelqu'un au bout. Là, j'ai pris toutes les femmes que je connais. J'adore les femmes, d'accord? J'aime les femmes, et j'aime les femmes pour la force qu'elles représentent depuis le début de l'humanité. Et j'ai envie de dire, moi, qu'elles sont à la fois sorcières et fées. Et il n'y a rien... Parce que je les connais, je connais leur force. Je dis aussi, elles ont à la fois charbonnières, des torrents qui font les rivières. Je sais, je les ai vues faire. Je les ai vues tenir, avoir des combats magnifiques. Il y a des femmes. Je préviens en général tous les mecs pour dire, n'oubliez pas, dans la façon d'aborder les choses, la femme, n'oubliez pas les tricoteuses. C'est-à-dire qu'elles étaient là, elles tricotaient en même temps qu'elles regardaient des têtes tomber parce qu'elles avaient faim et qu'elles avaient des problèmes pour nourrir leur marmaille. Et faites attention. S'il y a des difficultés qui vont jusqu'à ce que les femmes ne puissent plus nourrir leurs enfants, vous ne pourrez pas arrêter. De dire qu'on peut y avoir plein de raisons de faire des révolutions, mais partez du principe que les femmes seront toujours là. Il y a un bel hommage aux femmes aussi. Hein? Bel hommage aux femmes oui. dans votre album. Oui, bel hommage à la vie. On sent cette jouissance de la vie en vous. Je l'ai. Et ça, c'est communicatif. En tout cas, gardez-en un petit peu, parce que je vous propose la deuxième partie de l'émission, c'est celle où je m'éclipse. Je vous propose 4 mots, et puis on continue à bavarder autour de ces mots. Entendu. À tout de suite, Michel Fugain. Michel Fugain, est-ce que vous êtes toujours bien depuis tout à l'heure? Oui, tout va très bien. Allez, je vous propose mes mots. Voici le premier. Résistance. Wow, c'est pratiquement un mot majeur dans ma vie. D'abord, je suis implanté dans la résistance par mon papa, qui est ce qu'on appelle un grand résistant, qui a été un grand résistant, mais il a résisté à tout aussi. Et il m'a passé le virus. Je résiste à tout. Et pourtant, je suis assez partant pour plein de choses. Sauf que je résiste à tout ce que j'estime être les mauvais travers de notre société. J'essaie de résister à la bêtise ambiante, et Dieu sait qu'elle fait des efforts en ce moment. Oui, c'est un mot très important, très difficile à chanter, malheureusement. Mais bon, Michel Berger l'a fait avec Résiste. Et ça, je trouve que ça lui enlève un tout petit peu d'épaisseur. La résistance, c'est primordial. C'est parce qu'on est résistant qu'on a un sens critique. Ou l'inverse. Je ne sais pas si c'est le sens critique qui fait qu'on arrive à la résistance. Peu importe, on se démerde avec ça. Mais c'est un mot très très important, résistance, oui, absolument. C'est synonyme de non-acceptation. Et il ne faut pas accepter, il ne faut pas prendre pour, je ne sais plus comment on dit, pour valeur, peu importe. C'est un mot très important.
Résistance et ou résilience? Alors, résilience, très franchement, je suis allé chercher dans les c'est Cyrulnik qui nous a mis ce mot. Très franchement, je ne sais pas ce que ça veut dire. On se démerde, on fait avec, je sais pas. Donc plutôt résistant pour vous. Ah C'est oui, un mot résistance plus que qui vous plus que convient mieux. résilience. Mais résilience, en général, c'est quand il y a un coup dur. Et comme je vous l'ai dit, j'ai été la preuve que je n'ai pas résisté et que je n'ai pas résisté et que je n'ai pas été résilient jusqu'à ce qu'il y ait une rencontre, un hasard de la vie qui fait que tout ça d'un seul coup se transforme et devient un chemin magnifique. La résilience pourrait, je sais pas, j'ai l'impression on se satisfait de ce qu'il y a où on fait avec. Non, c'est transformé. Au contraire, la résistance peut faire que on transforme un coup dur en bon coup, en quelque chose de bien. Le tout, c'est de ne pas y laisser des plumes. Au sens vrai du terme, c'est-à-dire pas de sortir intact. J'ai plusieurs fois dans ma vie arrêté simplement pour rester innocent, pour garder une innocence, ce qui me paraît primordial dans le métier que je fais. Retrouver l'innocence. Ce qu'il y a de bien, c'est que plus on avance dans la vie, on se donne l'occasion ou des occasions de garder de retrouver l'innocence, ou en tout cas de ne pas la perdre, c'est que tout ce qu'on a acquis de professionnalisme, de choses qui demandent un savoir-faire, eh ben vous en sortez innocent, mais en ayant un gros bagage. Et plus ça va, plus vous êtes fort au sens vrai du terme, quoi. Plus vous êtes fort, plus vous êtes un homme à la fois qui sait, ou qui croit savoir en tout cas. Il ne faut jamais être sûr de savoir, ça c'est clair. Mais on devient plus fort. J'ai souvent dit que la belle période de l'homme, la femme c'est autre chose, je pense que c'est entre 40 et 50 ans. Les femmes sont excessivement belles d'abord et fortes, et l'homme c'est entre 50 et 60. Et puis si on s'est bien démerdé, ça perdure. Ça perdure. Deuxième mot, le mot sirène. Là, vous me parlez de Sanda, dont j'ai souvent dit qu'elle était ma sirène. Et elle est toujours ma sirène, elle sera définitivement ma sirène. Mais c'est elle qui m'a réappris à vivre, à sourire, qui m'a rendu la possibilité de redevenir léger, alors que j'avais perdu en route cette légèreté. Et ça aussi, c'est primordial dans la vie d'un... Elle va comprendre entertainer, c'est-à-dire de quelqu'un dont le métier est de rendre pendant 2 heures la vie plus belle à des gens. Et je crois, c'est là où je crois que j'ai bien bossé. J'ai tout un capital de chansons qui ont cette vertu-là, il semble, hein, parce que moi je le contrôle au travers des réactions des gens. Ça semble leur faire du bien. Et je dis bien, c'est pas moi qui fais du bien, c'est eux qui se font du bien avec quelque chose que j'ai émis. Et un jour, il y a un toubib belge qui m'a dit « Tu devrais être remboursé par la sécurité sociale ». Ben ouais,
j'en accepte l'augure, ça ne se fera pas, mais j'aime avoir ce rôle-là, c'est-à-dire un type qui allège la vie, qui fait que pendant 2h30... Je sais que tout ça est assez factice parce que le lendemain, les gens vont retourner au boulot, à leur boulot, ils vont se retrouver dans un bureau avec un petit chef. Tout ça, je le sais. Mais c'est aussi l'occasion d'être ensemble. Je m'éloigne de la sirène là. Hein. Je suis une sirène qui clignote presque devant mes yeux. Mais l'occasion d'être ensemble, de faire des trucs ensemble, de se faire du bien les uns aux autres. Parce qu'il y a un échange, il y a un échange avec... Et la sirène, eh ben, c'est ça, elle a fait ça. Il se trouve que cette sirène, c'était aussi ma moitié d'orange. Je ne le savais pas au début, puis à l'usage, avec la vie qui se déroule, je sais qu'elle est exactement la femme qu'il me fallait, ma partenaire invraisemblable dont j'ai eu... Ma chance, c'est d'avoir rencontré cette femme. Alors que je sais que c'est très rare de rencontrer sa moitié d'orange. J'ai remplacé Sirène par moitié d'orange. La prochaine fois, on vous proposera orange. Tout à l'heure, vous disiez, c'est grâce au hasard de la vie que j'ai fait cette belle rencontre. Vous pensez vraiment au hasard de la vie ? Est-ce que c'est pas plutôt une bonne étoile ? Je préfère le hasard de la vie que la bonne étoile. La bonne étoile, ça implique autre chose. Les hasards de la vie, par contre, je crois au hasard. Et puis, c'est parce qu'on réagit bien à ce hasard que ça peut se transformer en chance. Alors que je ne crois pas à la chance. Mais bien sûr, c'est vachement délicat parce que c'est tous des mots qui sont très importants pour les gens, je le sais. Et en fait, c'est simplement la vie qui se déroule. C'est la vie qui se déroule, et puis parce qu'on n'est pas calfeutré chez soi, qu'effectivement on a la possibilité de rencontrer quelqu'un. Là, si dans le cas de la sirène, je rencontre ma moitié d'orange, mais j'ai rencontré des amis comme ça. J'ai rencontré de la vie qui passe, de la vie qui se déroule. Et si on n'est pas bouché hermétiquement et qu'on avance avec les portes ouvertes et les fenêtres ouvertes, voilà, ça me paraissait aussi très important. C'est être un être ouvert. Et ben il y a des choses qui pénètrent, puis il y a des choses que, avec le temps, vous avez appris des trucs qui font que il y a des choses qui rentrent et puis qui ressortent immédiatement parce que soit vous avez déjà rencontré ce problème-là, soit vous n'en avez pas besoin. Mais alors, bon, avec le temps, on fait le tri. Oui, le temps fait le tri, mais le temps fait le tri à travers le filtre que vous êtes. Et c'est... Je peux aussi, moi, utiliser le mot chance. Je vais vous prendre un exemple. Un jour, on est avec Michel Sardou. J'aime bien prendre cet exemple-là parce que c'est d'un seul coup réaliser à quel point c'est complètement fou. Michel nous dit un jour, je suis avec Patrice Laffont, un autre garçon qui s'appelle Patrick Vilches. Michel et moi, on est en train de prendre un pot, et Michel nous dit, je veux passer une audition chez Barclay. Et on lui dit, mais qu'est-ce que tu vas foutre chez Barclay ? Et il dit, mais je vais reprendre une chanson de Johnny, et là, d'un seul coup, il dit, et puis j'écris des textes. Patrice Laffont dit, mais j'écris des textes aussi. Patrick Vilches, lui, écrivait des poèmes. Et moi, j'avais une guitare, et on lui dit, là, ce soir-là, on lui dit, ben, on va te les faire, tes chansons. Incroyable, parce qu'on n'a jamais écrit les uns et les autres des chansons. Dès le lendemain matin, je prends ma guitare et je découvre que
j'aime faire des airs. J'aime trouver des airs sur les 3 accords que je connais à la guitare. Un jour, ça sera 4, un jour, ça sera 10. Et puis un jour, je vais passer au piano. Parce que j'ai trouvé ce pourquoi je suis fait. C'est-à-dire, dans la meute, je ne suis ni un alpha, ni un bêta, ni un gamma, ni un oméga. Je suis un des préposés à l'imaginaire de mon peuple. Maintenant, j'ai fait l'analyse à l'imaginaire de mon peuple. Et mon truc à moi, c'est de faire des airs. Et puis, un jour, je vais trouver des auteurs qui vont mettre des mots dessus. Puis jusqu'au jour où je me fais moi-même des textes, parce qu'ils m'ont appris. La chance... Bougez pas, d'un seul coup. La chance, c'est que je rencontre, le premier auteur que je rencontre, c'est Pierre Delanoë, Chance inespérée. C'est à ce moment-là le parolier vedette du métier, c'est le patron, c'est le boss. Et qui est là, et puis il écoute, et puis il me prend 2 chansons qui vont finir sur un disque de Hugo Frey. Mais la chance ou le hasard, je ne sais pas. La chance, c'est d'avoir avec moi, qui a dirigé l'opération, c'est une dame qui s'appelle Rolande Bismuth, qui s'appelait Rolande Bismuth car elle n'est plus là, et qui saute sur son téléphone quand elle entend ce que je fais, et qui appelle Pierre Delanoë. Vous voyez, ça remonte. Mais la chance, c'est peut-être aussi que il fallait mettre 2 chansons dans une édition qui était près de Barclay, et une autre et 2 chansons dans une nouvelle édition Barclay. Et qui fait qu'il y a quelqu'un qui dit « Ouais, on va en mettre 2 là, puis 2 là. » Donc moi, je suis docile, je vais au 44 rue de Miroménil, où je rencontre Rolande Bismuth. Je vois d'abord qu'elle est enceinte, car j'ai d'abord vu son ventre. Et où est la chance là-dedans? C'est simplement des hasards, des trucs invraisemblables, ça remonte très très loin. Pour arriver à quoi? Pour arriver à ce que je sois un jour devant vous, devant vos caméras, pour vous parler de ce que j'aime le plus au monde. C'est à la fois ce métier, cette sirène, et le bonheur que tout ça me procure à la finale. Donc c'est magnifique. Le bonheur d'être humain, peut-être? Allez, 3e mot, Michel Fugain, humanité. Souvent, surtout maintenant, parce que vu mon âge canonique, il y a toujours... en plus, je me suis plusieurs fois engagé, et on me pose des questions. Je dis, la politique, je n'ai strictement rien à faire. Ce qui m'intéresse, c'est la géopolitique. Et la géopolitique, c'est exactement quelque chose qui va avec l'humanité. On est pour l'instant 7 milliards et quelques. On est donné pour 9 milliards en 2050. Cette humanité, elle a commencé il y a... Pour le commun des mortels, effectivement, ça a commencé il y a longtemps. Pour l'évolution sur notre planète, c'était hier matin. D'ailleurs, on voit les différentes strates qui ont passé sur cette planète. On est des nouveau-nés pour l'instant. On est une espèce animale nouvellement née, puisque ne serait-ce que les dinosaures, ils ont vécu 150 millions d'années, et il a fallu qu'il tombe un caillou sur la Terre pour l'extinction des dinosaures. Donc, oui, ce qui m'intéresse, c'est l'humanité. C'est cette espèce d'entité énorme qui évolue petit à petit, qui évolue, elle fait des tentatives, des trucs, puis là, ça ne marche pas, alors ça se remet à travers nous. Alors, j'aime bien parler de l'humanité... et l'évolution de l'humanité, je lis pas mal de trucs là-dessus,
qui n'a pas lu Harari, quoi, parce que Homo sapiens, Sapiens est un bouquin que tout le monde, tous les hommes, tous les sapiens devraient avoir lu, parce que ça relativise tout. J'ajoute un petit truc, et j'aime bien, parce que je sais que ça va encore évoluer. Qu'est-ce que cette humanité sera dans 10 000 ans? J'en sais rien, je ne peux pas le dire, je peux pas, parce qu'on se met en plus des bâtons dans les roues. Mais j'aime assez, parce que c'est le fruit d'une réflexion, j'aime assez dire que comme c'est l'homme qui a donné des noms aux choses, comme a dit Dylan, man gave name to all the animals. Et on est des animaux. J'aime assez imaginer qu'on est des virus. Puisqu'on on s'est donné le nom d'homme, mais on est simplement des organismes pluricellulaires. Voyez, c'est ça. Au contraire de Lucas, je pars, les mecs qui vont me porter que je suis fou, de Lucas qui est la première... le premier organisme monocellulaire que les scientifiques n'ont jamais rencontré. Donc ils ont dit, c'est parti là, de ce truc qui s'appelle Lucas, Last Universal Common Ancestor. Et d'où est découlé tout l'animal et tout le végétal. C'est quand même assez fou, c'est quand même assez barjot. Mais c'est comme ça. Et si on n'était que des virus, en fait nos villes c'est des croûtes. En fait, mais on bouffe, on consomme, c'est comme si on consommait une planète. À la fin de ce siècle, on sait qu'il y a des gens qui vont partir sur Mars. Ils n'en reviendront pas. Ils vont partir hommes et femmes et ils vont faire souche. Est-ce que vous imaginez ce qu'ils seront dans 4 générations? Étant donné que la gravitation n'est pas la même sur Mars que sur la Terre, ils seront plus grands. Puisque nous, c'est la gravitation qui nous tient à notre taille. Ils seront plus grands, ils ne seront pas pareils. Et quand ils vont regarder les photos qu'ils auront emportées, ils vont nous considérer comme Cro-Magnon, quoi. C'est-à-dire, on serait moche, eux, ils vont avoir... Ça va être élancé parce que, je vous dis, la gravitation n'est pas la même. Tout ça va exister. On ne peut pas imaginer que ça n'existe pas. Car l'homme est intelligent, l'homme a un cerveau extraordinaire, depuis qu'il s'est relevé, parce que ça a joué aussi, depuis que l'animal qu'on était au départ s'est relevé. Et on ne sera pas là, pour l'instant je ne peux que l'imaginer, mais tout ça part de l'humanité. Alors, il y a l'humanité, puis il y a l'humanité, le regard qu'on porte avec humanité sur tout ce qui nous concerne, tout ce qui concerne aussi la planète, sur ce qui concerne nos différentes façons de vivre. Et je sais que je suis le descendant proche, immédiat, d'un homme qui a fait preuve d'humanisme pendant toute sa vie, en s'engageant à droite, non pas à droite, à gauche, en s'engageant toujours, et dont je sais qu'il a fait des erreurs dans les choix, il le sait aussi, il le savait aussi, mais ça n'a jamais entamé son humanisme, l'humanisme dont il a fait preuve pendant toute sa vie. J'ai souvent raconté, puisqu'on l'a perdu, j'ai perdu mon papa. Votre père, oui. Oui, mon papa. Pierre Fugain, oui. En 2009, quelque chose comme ça. La même année, j'ai perdu maman, papa. Et on a eu, il y a des places qui ont son nom. Et là où il a été Toubib, dans un village qui s'appelait Vorep, qui s'appelle toujours Vorep, à 15 km de Grenoble, où j'ai passé ma prime enfance, quoi. On est allé, on a été convoqués, ma sœur et moi-même, pour le moment où on dévoile une plaque, et c'est marqué, au lieu de grand résistant, machin, c'était marqué Docteur Pierre Fugain, humaniste.
je vous jure, je l'ai encore là, quoi. Pour ma sœur et moi-même, c'était exactement ce qu'il était. Et je n'ai fait que voler cet homme. J'ai volé cette humanité, cet humanisme-là. J'espère que j'applique exactement les mêmes règles que lui. Est-ce que l'humanité est encore humaniste? C'est la question que vous posez un peu en filigrane, notamment en évoquant quelque part un peu le transhumanisme. Allez, on passe au 4e mot. On peut dérouler sur cette thématique. C'est le mot âme. Parce que vous avez exploré le futur, on n'a pas parlé... Vous avez parlé d'intelligence, pas d'intelligence artificielle. Ça ne va pas forcément avec l'âme, d'ailleurs. Alors, je vous laisse dérouler sur en ce l'âme. moment, on parle évidemment beaucoup de l'intelligence artificielle, en oubliant que l'intelligence... D'abord, il y en a plusieurs, parce que c'est tous des travaux. Dès qu'un mec a du pognon, il met le pognon sur l'intelligence artificielle. On nous dit, oui, mais t'as vu ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle? Bon, c'est bien, les gars. Ouais, dès qu'on a un nouvel objet, un nouveau truc, une technologie, c'est techno, et on peut faire des trucs. Bah ouais. Mais on peut pas faire d'œuvre d'art. Elle peut faire de la musique d'ascenseur en ayant pillé par droite à gauche dans les datas du monde entier. Elle peut faire, mais elle n'a jamais pris une fessée, elle n'a jamais été trahie par un ami, elle n'a jamais été cocue, elle n'a rien eu. Elle n'a jamais pris une baffe simplement dans sa vie, jamais. Donc à partir de là, elle n'a pas d'âme. Puisque l'âme, c'est quelque chose qu'on se fait, qui se forge au fil du temps. C'est du sein qu'on a tété et auquel on s'est abreuvé de bébé, jusqu'à là, il y a tout la première respiration qui entraîne le premier cri du bébé, c'est l'air qui rentre dans ses poumons. C'est pas parce qu'il a, il a eu mal quelque part. Non, c'est la première goulée, la première bouffée d'air, la première goulée d'air qui arrive dans des poumons intacts. Et c'est pas la même température, c'est tout ça. Et d'un seul coup, il se met à pleurer. Et puis ça s'arrête. L'âme, c'est la vie. C'est la vie qui rentre. Ce qui n'est pas forcément le cas de l'IA. Elle ne rentrera jamais dans l'IA, cette vie-là. Et cette âme-là dont vous parlez, dont on parle, est-ce que c'est une âme éternelle, selon vous? Tant que l'individu... je serais tenté de dire, tant que l'homme sera homme, sera conscient... sa conscience sera forcément, d'une manière ou d'une autre, colorée par son âme. Est-ce que les pouvoirs en place ont envie de déshumaniser, de désanimer, puisque âme c'est anima, hein. Donc je crée le néologisme s'il n'existe pas quelque part. Je pense qu'elle sera toujours là. On pourrait se poser la question, est-ce que les animaux ont une âme? Je suis persuadé que cette âme-là, elle est... Collective. Vous parlez d'une âme collective, d'une certaine façon. L'âme individuelle, je me méfie quand c'est collectif, je me méfie toujours un peu. Je parlais tout à l'heure d'éternité. Est-ce que l'âme est éternelle? Le jour où l'on meurt, vous, votre sentiment, le jour où vous mourrez, comme tout un chacun nous mourrons, est-ce que vous pensez que l'âme survivra? Non. C'est pour ça que je parlais de collectif. De génération en génération, d'autres âmes. Ah oui, voilà. parce qu'il y a des dépôts, parce qu'il y a des hommes qui avaient une âme, qui ont déposé des choses, et ces choses-là, elles font partie du patrimoine de l'humanité, que ce soit des tableaux, que ce soit des écrits, que ce soit des églises. Les âmes qui ont
imaginez Notre-Dame de Paris et d'autres magnifiques choses comme ça. Notre-Dame de Paris, c'est le fruit de milliers d'âmes. C'est la construction de milliers d'âmes. Donc il y a une forme de conscience collective. Non, la conscience collective, personnellement, moi, ça ne me parle pas. Ce qui me parle, c'est l'âme de chaque être humain. C'est ce qu'il fait ou ce qu'il va. Quand il y a une âme collective, une conscience collective, il y a des feignants qui peuvent se reposer sur la conscience collective et ne rien apporter. Moi, ce qui m'importe, c'est ceux qui apportent quelque chose à l'humanité, c'est-à-dire le mot d'avant. C'est cette espèce je vous disais, la pierre à l'édifice. Vous vous rendez compte le nombre de mecs qui ont mis une pierre à l'édifice quand ils font Notre-Dame, ce qu'ont apporté les créateurs, tous les créateurs. Est-ce que vous vous rendez compte ce qu'a apporté l'imprimerie à l'écriture? Et ça remonte à loin. Hein. Et ce qui fait que d'un seul coup, les âmes qui d'un seul coup changent. Je suis dans une télévision qui s'appelle Cato ou Catéo. On sait bien ce que ça a apporté que l'écriture et l'imprimerie ont apporté au gros livre sacré. C'est parce que ça a commencé par là. C'est magnifique, mais il y a un mec qui avait une âme et qui était qu'un créateur et qui a dit on peut imprimer. Alors que l'art, au sens le plus vrai du terme, le plus large du terme, c'est la liberté. C'est d'abord des êtres libres qui font et qui donnent, qui offrent, dans le meilleur des cas, qui offrent à l'humanité des choses. Et pourtant, je suis d'accord avec vous, les religions et l'esprit religieux ça a créé des choses magnifiques. Le Taj Mahal, excusez-moi, c'est une pure merveille, et c'est aussi un truc de religion. Je ne lutte pas contre, je ne lutte pas contre. Michel Fugain, on arrive à la fin de cette deuxième partie. Je reviens auprès de vous pour la conclusion. À tout de suite, merci beaucoup pour ce partage. Michel Fugain, je suis de nouveau en face de vous. Quel foisonnement, quelle vivacité, quelle vie dans toutes vos paroles. C'est ce que je disais déjà avant qu'on entame la deuxième partie. Mais on fait un petit résumé. Quel est le mot qui vous a le plus marqué parmi les quatre, rapidement? Sirène, résistance, c'était le premier. Humanité. Sur lequel je peux réagir le plus. Celui qui vous a le plus j'ai touché. Une petite préférence pour humanité. Humanité, mais quoique l'âme. Humanité, âme. Oui, ce que j'appelle. Ça va ensemble. Comment? Ça va ensemble, comme vous le disiez. C'est même panier. C'est même panier. Consubstantiel. Mais je pense que c'est très important. Alors, c'est très important. C'est peut-être plus important. Plus on avance en âge, plus c'est important. Plus on avance dans un métier, plus c'est important. Où est-ce que j'ai mis de l'âme? Et je sais que je récolte, en fait, actuellement, après 60 ans de métier, je récolte l'âme que j'ai semée. Avec des guillemets, hein. Les gens, je le vois, ils me rendent ça, quoi. Ils me donnent la leur, ils m'envoient la leur. Je le vois dans leurs yeux. Je vois parce que. Et là, vous le sentez en ce moment, comme vous êtes en tournée, sur scène, pour votre spectacle. Je le répète, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, la vie, l'amour, etc. Avec votre épouse, Sanda. Avec mon épouse et quatre complices depuis très longtemps, qui forment une équipe magnifique, quoi. Magnifique. C'est ça l'humanité, donner, partager. À la fois ça joue, ça chante, ça joue bien, c'est des bons musiciens, mais je crois qu'on est tenus les uns et les autres, même l'équipe technique, on est tenus par quelque chose qui a plus à voir avec de la fraternité
que le côté professionnel. On est une bande, quoi, une vraie bande. Comme le Big Bazar. Oui, non, pas comme le Big Bazar, mais je sais que ça aussi, c'est un truc que je tiens de mon papa. Je suis un fédérateur, ouais. Oui, je suis un fédérateur. C'est pour ça que ça me surprenait quand même que vous n'aimiez pas trop le mot de collectif, alors que vous êtes vous-même un fédérateur. Et même un passeur, puisque ça, on n'en a pas parlé, mais vous êtes aussi un pédagogue, un transmetteur. Collectif de travail, oui. Je veux dire, la définition que je donne de Big Bazar, en général, c'est kibbutz. Parce que, pour raccourcir, c'était plus un kibbutz, c'est-à-dire on travaillait avec un outil de travail et tout le monde gagnait sa vie avec cet outil de travail. Le collectif qui dépasse, je parlais d'Harari tout à l'heure, mais il disait jusqu'à 150, il n'y a pas besoin de règles. Ouais. À partir de 150, il faut des règles. En tout cas, on a remarqué votre érudition. Vous êtes vraiment... vous suivez tout, toute l'évolution présente, à venir, tous les développements de l'intelligence artificielle, de Mars, Elon Musk, enfin, en parlons avec vous. Merci beaucoup, Michel Fugain, pour cet entretien. La vie, l'amour, etc. Le etc., on se doute un petit peu, et on ne va pas le dire. Ah oui, bon, c'est la mort. On peut en parler. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. La vie, c'est aussi la mort. Mais en attendant, allez voir Michel Fugain, parce que c'est la vie et c'est l'amour. Sur scène, en tournée. Comme d'habitude, je vous propose de revoir l'émission si vous avez raté des passages. Vous connaissez l'adresse ktotv.com. Sinon, on se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup, au revoir, Marie. Michel Fugain. Merci.